Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas, coach en évolution professionnelle et je te partage ma méthode pour construire ta carrière. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu tous les jeudis sur LinkedIn, YouTube et Twitch, avec des tutos, des conseils et surtout plein d'invités inspirants. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau direct de Trouver sa voie. On va parler aujourd'hui de comment obtenir une promotion quand on est introverti. Nous sommes le jeudi 4 mai 2023. N'hésitez pas, pour ceux qui nous rejoindront, à poser des questions, à commenter. Et puis pour tous ceux qui écouteront en replay sur Deezer, Spotify, Apple, YouTube, eh bien à vous abonner. On est de plus en plus nombreux. Merci beaucoup pour votre fidélité à tous, à toutes. Et puis merci à Spotify aussi. Je voudrais juste faire un tout petit point sur Spotify qui a mis en avant le podcast depuis 2-3 semaines, ce qui a permis à pas mal de gens de découvrir ce podcast. Donc petit clin d'œil à Spotify cette semaine et merci à toute l'équipe. C'est super sympa. Pourquoi ce sujet ? Comme à chaque épisode, j'aime bien expliquer un peu le pourquoi du comment. Eh bien, en fait, c'est un sujet qui est toujours un peu épineux. Comment est-ce qu'on demande une promotion ? Personne n'aime ça. Introverti, extraverti, personne timide, pas timide, c'est jamais un sujet facile. Mais quand on est introverti, ou quand on est timide, ou quand on a l'impression de ne pas être assez assertif ou assertive pour le faire, ça peut devenir un vrai calvaire. Et on peut arriver jusqu'à un stade où on bouillonne d'envie d'évoluer, mais on n'arrive pas à l'exprimer, on n'ose pas l'exprimer. Et j'ai lu pas mal de blogs, pas mal d'articles depuis longtemps sur ce sujet, et je trouve qu'il y a beaucoup de conseils. C'est toujours un peu les mêmes. Prépare tes chiffres, prépare tous tes succès, prépare tous tes achievements, sois bien au clair sur ta valeur, etc. Deuxième conseil, c'est prépare ton rendez-vous de négo, prépare-le au maximum pour être prêt ou prête au moment où tu feras ta demande, au moment où tu vas te confronter à ton manager ou à ta manager. Prépare-toi en fait, prépare-toi à cette sorte de confrontation que va être ta demande d'évolution ou de promotion. Et puis enfin, prépare ton suivi. Après avoir fait ta demande, eh bien, comment est-ce que tu peux assurer le follow-up de cette demande par mail, à l'écrit, à l'oral, etc., etc. Et tous ces conseils me semblent bons, mais comme souvent, je trouve qu'il manque un petit truc. Et ce petit truc, là, en l'occurrence, il est gênant, parce que ce petit truc, c'est que on n'applique pas ces conseils. En tout cas, moi, je les applique pas. Et je pense qu'on est très nombreux à ne pas les appliquer pour la simple raison que on envisage l'évolution comme le fait d'exprimer un besoin et de venir un peu de façon proactive et active demander une promotion. Donc c'est toujours un peu clivant. On va avoir peur des résultats. On va avoir parfois peur de ce moment où on va devoir le dire. On va parfois être gêné par notre syndrome d'imposture. On peut être gêné par une timidité ou par l'impression d'être maladroit. Et donc tout ça, ça fait que, à mon sens, on sait ce qu'on doit faire, mais on le fait pas. Et donc je pense que malgré tous les conseils qui existent, eh ben, on n'est toujours pas vraiment affûté pour obtenir une promotion quand on se sent prêt à le faire, quand on a envie de le faire et besoin de le faire. Voilà pourquoi j'ai voulu faire cet épisode aujourd'hui. C'est un épisode que j'ai beaucoup préparé pour le coup, contrairement à ce que vous entendez actuellement, enfin habituellement sur ce podcast. Et cet épisode va être relativement long. Je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, mais ce qui est sûr, c'est que ça va durer un petit peu parce qu'il y a pas mal de sujets à couvrir. Donc, si tu entends cet épisode et que tu n'as pas beaucoup de temps devant toi, et notamment si tu veux arriver directement au moment où je vais parler de cette méthode à proprement parler, sur comment on s'y prend, je te conseille de faire avance rapide et d'aller 15-20 minutes plus loin quand je vais vraiment rentrer dans le cœur de cette méthode. Parce que je vais commencer par essayer de faire le point sur ce qui semble, à mon avis, ne pas marcher et les erreurs à ne pas faire, avant d'aller expliquer, en tout cas proposer, ce qui peut être une façon alternative d'avancer et de faire. Pour finir cette intro, juste un petit disclaimer sur le contenu de cet épisode. On ne va pas parler ici de négo salariale. C'est pas le sujet. Juste un petit point rapide sur la négo salariale. Moi, 2 points qui me semblent importants à avoir en tête. Je pense qu'on fera un jour un live là-dessus. Négocier avant de démarrer ton poste, c'est ça de gagner. Donc, si tu es en recherche d'emploi actuellement, n'oublie pas de négocier en amont parce qu'ensuite, ce sera difficile d'aller négocier. Donc,
ce petit quart d'heure de gêne que tu vas avoir en entretien d'embauche pour aller oser demander un petit peu plus que ce qu'on te propose, ce petit moment, un peu inconfortable de négo salariale, il est essentiel dans une recherche de boulot. Parce qu'une fois que tu es en poste, bah, les négos, au fond, c'est souvent heu, très orchestré, très organisé et c'est une fois par an et c'est 2, 3, 4%, 5% max. C'est une enveloppe qui se répartit entre tous les collaborateurs et donc on va rarement faire des gaps importants de salaire une fois qu'on est en poste. Et mon deuxième point sur la négo et après je ferme le chapitre, c'est qu'en interne, on évolue très peu financièrement parlant. On peut prendre de plus en plus de responsabilités, mais les salaires vont jamais grimper, enfin très rarement. Et donc il y a un moment où si on veut vraiment faire un gros gap de salaire, souvent, il faut oser s'aventurer hors entreprise, quitter son poste pour aller dans une autre boîte, pour mieux revenir ensuite, pourquoi pas. Mais les vrais gaps de salaire, eh ben, ils récompensent souvent une forme de prise de risque et d'avoir osé quitter son employeur parce que une fois qu'on est en poste, c'est un peu comme dans les forfaits de téléphone, et ben ça y est, on est ferré. Alors que quand on est nouveau client, quand on est candidat, eh bien, pour peu que le recruteur ait vraiment envie de vous, il y a une très très large gamme de possibilités d'évolution de salaire. Je ferme volontairement ici ce chapitre. C'était juste pour dire qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de négo de salaire, on va parler vraiment à proprement parler d'évolution, de promotion, de prendre un nouveau poste et de grandir dans sa carrière. En interne, évidemment. Alors, quel est le problème quand on est introverti? J'ai fait des petits chapitres aujourd'hui pour que ce soit bien structuré. Le problème, c'est qu'on ne sait pas se vendre. En tout cas, c'est souvent ce que j'entends. Voilà, je sais ce que je vaux, mais je ne suis pas forcément doué pour me mettre en avant, pour me faire connaître, pour argumenter, pour négocier, et cetera. Donc le grand problème, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas se vendre. Si tu entends cet épisode et que ce titre t'a attiré, c'est que peut-être que tu te sens timide ou introverti, et tu te dis: «Bah, voilà, moi, c'est pas mon truc de me lever et de demander. Je préfère attendre qu'on me propose et je n'oserais pas me lever et demander quelque chose. Me rendre visible et cetera, c'est pas mon truc, quoi. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que j'ai choisi comme titre, obtenir une promotion quand on est introverti, mais la réalité, c'est que ce problème, il touche tout le monde évidemment. Les introvertis comme les extravertis. Chacun va avoir ses problèmes. Les introvertis vont avoir un problème d'oser s'exprimer ou en tout cas de trouver les mots pour s'exprimer parce que c'est la communication directe, orale, n'est pas forcément ce qu'on fait de plus facilement. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais un des problèmes que rencontrent les extravertis, ça va être de parfois se sentir très couteau suisse et de ne pas se sentir vraiment outillé en termes de compétences pour aller légitimement demander une évolution. Et puis dans tous les cas, extravertis comme introvertis vont avoir aussi des problèmes de syndrome d'imposture, de peur du jugement, de se dire bah, une fois que j'ai fait ma demande, qu'est-ce que je fais si on me dit non? La peur du rejet, la peur de la suite si j'ai obtenu un no-go. Comment est-ce que je vis avec ça? Donc, c'est pas un sujet d'introverti. C'est un sujet tout court de difficulté à aller vers cette promotion, vers cette demande d'évolution. Et pourtant, c'est une dimension essentielle de notre carrière. Si à chaque fois que tu voulais évoluer, tu ne pouvais pas le faire et qu'il fallait démissionner pour recommencer ailleurs, bah, ce serait super compliqué de gérer ta carrière. Et je mets ça au conditionnel, mais la réalité, c'est que on pourrait le mettre au présent. C'est ce qui nous arrive quasiment à tous, d'être à deux doigts, voire de quitter nos postes, juste parce qu'on n'a pas été en mesure de demander, de formaliser une demande d'évolution en interne. Et c'est hyper compliqué de gérer notre carrière comme ça. Donc c'est une vraie compétence, à mon sens, de savoir obtenir une promotion, de savoir évoluer. Même si on n'est pas bon pour se vendre, bah, ça tombe bien, c'est pas grave, parce qu'il ne s'agit pas ici de se vendre. Je voudrais faire un parallèle ici avec un autre épisode enregistré il y a quelques mois sur comment réussir un entretien d'embauche, je crois, ou voilà, un épisode en deux parties. Et si tu écoutes celui-ci, celui d'aujourd'hui, je t'invite à écouter aussi les deux que j'avais fait il y a quelques mois parce que je viens parler d'une méthode orientée entreprise sur il n'y a pas besoin de se vendre, il y a juste besoin d'être désirable et que le RH ou l'opérationnel en face de toi ait envie de t'acheter. L'enjeu n'est pas de te vendre, mais que la personne en face de toi ait envie de te prendre. Il n'y a pas besoin de se vendre pour ça, il y a juste besoin de se rendre désirable. Et là, c'est pareil. Dans cet épisode, il ne s'agit pas de se mettre
directement en avant, de négocier quoi que ce soit ou de venir argumenter sur quoi que ce soit. Et c'est ça aussi qui me gêne un petit peu dans tous les conseils qu'on peut trouver sur internet, c'est que c'est beaucoup de l'ordre de l'argumentation, de la justification, et cetera. Et à mon sens, c'est pas ce qui fonctionne. Alors justement, ça nous emmène au premier vrai chapitre. Qu'est-ce qui ne marche pas? En tout cas, à mon sens, qu'est-ce qui a l'air de peu fonctionner? Et surtout quand on est introverti, surtout quand on n'ose pas trop. Bah, il y a des no-go évidents, des choses où on sait que ça marche pas, mais parfois on le fait quand même. Dans ce groupe-là, des choses assez évidentes, il y a la persuasion. Essayer de persuader ton manager ou ta manager. Bon, c'est pas évident, on va revenir dessus après. Ça peut être utile de manipuler ou de persuader dans des environnements pas sains, des environnements d'entreprise toxiques, où il y a beaucoup de politique, où il faut vraiment jouer des coudes, etc. Et j'ai juste envie de dire, par rapport à ces environnements-là où la manipulation et la persuasion sont de mise, ben, à moins que toi tu trouves un plaisir dans ce genre de structure, sinon mon seul conseil, c'est quitte ce genre de structure, c'est pas sain, c'est pas ce qu'il faut, quoi. C'est pas une bonne approche. Un autre no-go évident, c'est ce que j'ai envie d'appeler la mendicité. Le terme est un peu fort, mais ce serait de demander par charité, entre guillemets, après tout ce qu'on a fait, une petite évolution. Bon, ça aussi, c'est évident que c'est quelque chose qui fonctionne assez mal. Et enfin, dernier, dernier point assez évident des choses qui sont plutôt à proscrire, ce sont les menaces. Là-dessus, un petit peu plus subtil parce que quand l'entreprise a peur de te perdre, immédiatement, si elle veut te garder, elle risque de te proposer des axes d'évolution. C'est ce qu'on voit notamment en accompagnement, en coaching d'évolution ou en bilan de compétences. Assez souvent, nos clients, ben, quand ils vont commencer à dire aux RH ou à leurs managers qu'ils font un bilan de compétences ou qu'ils sont en train de travailler à leur évolution, pour ceux qui l'expriment, assez souvent, l'entreprise va réagir, voire surréagir en disant « Ouh là là, attends, pars pas trop vite, on a quelque chose pour toi, on te l'avait pas dit, etc. » C'est pas parce qu'ils ont envie de vous faire évoluer, c'est juste parce qu'ils ont peur de vous perdre. Et donc ça me paraît pas forcément être une façon saine. La menace, à mon sens, n'est pas une bonne façon d'avancer. Et surtout pas si tu te retrouves dans ce cas de figure de te sentir un peu timide, un peu en difficulté pour exprimer tes envies et tes besoins. Tu risques d'être très mal à l'aise dans cette posture-là. Ça, c'était les no-go évidents. Après, il y a aussi les no-go moins évidents. Alors, je vais essayer d'en lister. J'en ai identifié 7. Un truc qu'on peut être tenté de faire, pardon, et qui me semble peu efficace, c'est de dire à notre boss de nous donner une chance. Take a chance on me. Essaye et tu verras si je peux le faire, etc. Tu verras bien si j'avais le niveau et tout ça. En gros, prends un risque à mes côtés, quoi. Ça me paraît un peu chaud parce que notre manager, elle ou il, rend des comptes aussi sur son boulot. Et il y a aussi du stress du côté du manager. Et il peut pas forcément se permettre de miser sur toi et de prendre un risque. Et d'ailleurs, si l'évolution se passe mal, eh ben, il prend un vrai risque, lui, vis-à-vis de sa carrière et de la boîte. Et donc, si tu demandes de tenter sa chance à ton manager, de miser sur toi, bah, ça veut vraiment lui dire, écoute, prends un risque, quoi. Et c'est pas un cadeau à lui faire. Il y a un autre risque qu'on identifie souvent un peu moins, c'est le risque salarial. Quand il y a une évolution, souvent il y a une augmentation de salaire, pardon. Et quand il y a une évolution de salaire, eh ben, on revient pas en arrière. C'est extrêmement rare de rétrograder quelqu'un sur son salaire. Ça arrive, hein, mais il faut un accord bilatéral entre l'employeur et le salarié, et puis ça met tout le monde hyper mal à l'aise, et puis même pour toi, c'est pas du tout souhaitable de baisser ton salaire. Donc, il est probable, quand tu demandes à ton boss de tenter sa chance avec toi et de te donner cette évolution, parce que, après tout, vas-y, essaye, eh bien, il est probable qu'ils prennent un gros risque financier. Parce qu'un salaire, quand on est côté salarié, on regarde le net et on a l'impression qu'il n'y en a jamais assez. Mais quand on est côté employeur, ça coûte une fortune. Ça coûte déjà de base 2 fois ton salaire net, plus potentiellement des avantages, plus 5 semaines de congé, et ça c'est provisionné cet argent-là, ça représente des montants importants, plus ci, plus ça, plus la formation. Et donc, il y a plein de coûts déguisés qui font qu'un salaire coûte très très cher à l'entreprise. Et donc, si il prend un risque à tes côtés en te donnant ta chance, eh ben, il prend aussi un risque financier si ça ne le fait pas. Ça, je pense que c'est un peu chaud. Deuxième mauvaise idée, ce serait de poser un ultimatum, de dire voilà,
Ce serait bien que j'ai évolué d'ici 6 mois, sinon ça va commencer à se gâter pour moi. Comme je le disais juste avant, parfois c'est nécessaire et parfois c'est ce qui va permettre de déclencher quelque chose. Mais ça crée souvent des relations perdant-perdant. Tout le monde va y perdre parce que si c'est non, ça va créer une cassure. Si au moment de l'ultimatum, eh ben, tu pas eu ton augmentation, enfin ton évolution, ta promotion, toi, tu vas te sentir déçu, forcément. Et même si c'est oui, si tu as mis la pression pour obtenir cette évolution et que tu l'as obtenue, tu vas te retrouver avec un manager ou une manager que tu as un petit peu forcé. Et donc, il va être très peu supportif. Il a aucun intérêt à ce que tu réussisses. Voire même, il va attendre que tu te plantes. Vu qu'il n'a pas choisi, il a subi en fait cette évolution. Tu la lui as imposée. Et donc, au final, il risque au mieux d'être passif et au pire d'attendre que ça rate pour te dire, bah tu vois, je t'avais bien dit que tu n'étais pas prête ou pas prêt et tu as voulu évoluer, mais voilà. Donc ça non plus, ça me semble pas être une bonne idée. Troisième chose qu'on fait parfois qui me semble plutôt à éviter, c'est de demander un titre plutôt que de responsabilité. C'est d'arriver en disant, voilà, je pense qu'avec mes compétences, je peux exiger ou demander ou aller vers le titre de blablabla. Et ton N+1, il raisonne pas en titre. L'entreprise ne raisonne pas en titre, il raisonne en valeur que tu vas apporter. Il va se poser la question, qu'est-ce que tu peux amener de plus? Est-ce que tu vas alléger sa charge? Etc. Jamais une entreprise ne va raisonner de titre. Le titre, c'est un truc plutôt d'ego qui nous permet de nous sentir valorisés dans le nom qu'on donne à notre métier. Mais c'est tout. Ça n'a aucune valeur, le titre. Et donc, demander un titre plutôt que des responsabilités, eh ben, c'est mal comprendre le fonctionnement de l'autre côté de la barrière, côté entreprise. Et je vais y revenir. Une autre erreur à éviter, à mon sens, c'est de demander quelque chose, demander de nouveaux projets, de nouveaux challenges, alors que tu ne réponds pas encore aux attentes actuelles. Bon, bah là, c'est assez évident, mais c'est un truc qu'on fait parfois. On ne se rend pas forcément compte on ne va pas cocher certaines cases, et puis arriver en point de fin d'année, on va dire, voilà, moi, je veux évoluer vers ci, vers ça. Mais on va être difficile à accompagner et ça va être difficilement audible, puisque déjà à la base, les attentes actuelles ne sont pas là, quoi. Et on s'en rend pas toujours compte en fait de ça. Parfois, on imagine que ce qu'on fait est complètement en phase avec les attentes, et parfois c'est pas exactement ça. On peut surperformer sur certains aspects et se dire bah ouais, du coup je suis vraiment au top. Mais en fait, il peut y avoir d'autres aspects qui nous semblent secondaires dans lesquels on va sous-performer. Mais pour peu que pour ton boss ou ta boss, ce soit des aspects essentiels, dans sa tête, il va se dire attends, un tel, il n'est pas encore au niveau par rapport au poste, alors que toi, tu le pensais. Ça aussi, ça me paraît quelque chose à proscrire. Il y a un truc qu'on fait parfois qui me semble aussi plutôt à éviter, qui est de demander une promesse future. Alors, c'est pas exactement l'ultimatum, c'est pas exactement la menace. C'est une promesse, c'est de dire voilà, écoute, je fais quand même du bon boulot, etc. Je te demande pas de me faire évoluer, je te demande juste de t'engager à ce que tôt ou tard j'évolue. Ce serait bien que tu me rassures sur le fait que à un moment, tu t'engages un peu à me faire évoluer, comme une promesse. Et là, je pense que c'est encore une fois une fausse bonne idée. Ça risque de créer une nouvelle situation perdant-perdant. Pourquoi? Parce que si tu obtiens un oui, si ta manager ou ton manager te dit OK, OK, je t'ai entendu, t'inquiète pas, j'ai ça en tête, tu vas évoluer. Qu'est-ce qui va se passer? Soit il le fait pas, il tient pas sa promesse parce qu'il pouvait pas ou parce qu'il a pas voulu. Et là, ça va être une catastrophe, tu vas être hyper déçu, tu vas te sentir trahi et tu auras raison. Soit la promesse va être tenue, mais ça va perdre absolument toute sa saveur parce qu'en fait, tu l'avais déjà pris pour acquis et tu vis dans l'attente que ce moment-là arrive. Et le moment où ça arrive, bah en fait, ça va rien te faire. Tu vas dire bah oui, c'est normal. Et il y aura presque aucune saveur. Et puis, ça va mettre ta boîte dans une posture assez indélicate, assez inconfortable de bah voilà, on a promis à un tel machin, maintenant il faut qu'on se débrouille pour que ça marche, mais ça va pas l'arranger quoi. Et le but c'est d'essayer, surtout si tu n'es pas trop rentre dedans et si tu te sens un peu timide sur le sujet, bah, l'enjeu va être de ne pas être trop pushy et d'essayer de coller avec les besoins de ton équipe ou de ton entreprise. Une autre erreur, et celle-là, je pense que c'est la plus courante, en tout cas, c'est mon impression. N'hésitez pas à réagir et à commenter et puis à apporter d'autres regards parce que ça n'est qu'un regard, celui que je vous apporte là. Mais pour moi, un truc qu'on fait très souvent, c'est de voir la promotion comme une récompense, surtout les femmes. Alors, je vais faire des gros clichés aujourd'hui, mais je suis à l'aise avec ça. Et puis pareil, tu auras juste à commenter si tu te retrouves pas là-dedans. Mais on a tendance à considérer que une promotion, c'est une juste récompense
par rapport à un travail fourni. La promotion n'est en aucun cas une récompense pour du travail bien fait. Faut pas confondre une promotion ou une évolution, qui n'est pas du tout une récompense, avec un bonus ou une prime ou d'autres choses qui peuvent être des récompenses. Et je vais y revenir après. Mais ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas parce que la promotion repose sur d'autres critères que celui de la performance. Et c'est pas toujours si simple à identifier. Et c'est pour ça que je vais en reparler après dans cette fameuse petite méthode toute simple pour essayer d'aller chercher une promotion et non pas une augmentation. L'augmentation, ça peut être une récompense. Et ça, je pense qu'on est très nombreux à faire cette erreur-là, à se dire, bah voilà, j'ai tellement bien bossé, ce serait normal que j'ai une promotion. Non, ça fonctionne pas comme ça. Et puis enfin, dernière erreur qu'on est nombreux à faire, et je pense qu'il faut arrêter de le faire, c'est de comparer. Se dire, bah voilà, je vois que tel collègue, après 2 ans, elle a fait ça. Moi, ça fait 3 ans que je suis là et j'ai toujours pas évolué. Et de venir avec ça sur la table en disant, bah voilà, c'est pas juste. Mais en fait, l'entreprise n'est pas un milieu juste. Et elle n'est pas faite pour être un milieu juste. L'entreprise, c'est un marché d'offres et de demandes. Alors, on sait que c'est un marché d'offres et de demandes à l'externe, c'est-à-dire qu'on a un produit ou un service et il y a des clients et il y a l'offre de l'entreprise ou du service, du produit qui va rencontrer une clientèle, mais c'est pareil en interne. Nous, salariés, on n'est qu'un produit ou un service et donc on répond à une offre et à un besoin. Et donc, si on compare, et ben en fait, ça veut dire on part du principe que l'entreprise est faite pour être juste. Alors peut-être que dans certains grands groupes, tout est tellement codifié qu'on peut jouer cette carte-là, mais de manière générale, dans la plupart des boîtes, les salaires ne sont pas justes. Il peut y avoir des juniors qui arrivent avec beaucoup plus de salaire que des personnes qui ont de l'expérience. Il peut y avoir des gens qui évoluent alors qu'ils sont moins légitimes. Tout ça, c'est pas juste, mais c'est comme ça. Et jouer la carte de la justice, c'est, je crois, mal comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Même si c'est un peu triste, c'est comme ça. Ça reviendrait un peu à penser que tu vas acheter un produit juste pour faire plaisir au vendeur. Parce que ce serait juste, après tout, qu'il puisse faire ses objectifs. Mais non, tu achètes un produit parce que tu en as besoin. Et c'est pareil pour l'entreprise. Donc voilà 7 fausses bonnes idées. Je vais les récapituler très vite. Dire à ton boss de te donner une chance. Mettre ton boss ou ta boss face à un ultimatum. Viser un titre plutôt que des responsabilités. Demander de nouveaux défis alors que tu fais pas encore 100% du job. Demander une promesse ou un engagement futur. Voir la promotion, pardon, comme une récompense. Et enfin, comparer. Tout ça, ce sont des choses que je te propose de mettre de côté. Et surtout, si tu te sens pas très à l'aise pour demander une promotion. Au moins, tu te sentiras à l'aise, au plus il faudra proscrire ces façons traditionnelles de demander une promotion, qui sont, je pense, un peu d'un autre temps et qui fonctionnent, encore une fois, soit ça marche pas, soit ça marche de façon conflictuelle et donc pas très durable. J'en viens à qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'on peut envisager comme alternative pour viser une promotion? Et je crois que la première étape, c'est de changer de mindset, changer sa façon de voir la promotion. Avec ce que j'ai dit au début, je pense que tu me vois probablement un peu venir. Voilà, essayer de se mettre un peu dans les pompes de l'entreprise, essayer de comprendre l'autre côté de la barrière. Et en effet, je crois qu'avant tout, on a un problème de focus. Qu'on soit extraverti, introverti, timide, assertif, peu importe. Souvent, on est focus sur nous. Notre mindset, c'est de se dire, OK, ce qui compte, c'est ma personne. Ce sont mes résultats, c'est mon avenir, ce sont mes besoins personnels. J'ai eu encore un enfant et j'ai besoin de plus d'argent et c'est normal, c'est juste de demander plus. Mais tout ça, c'est focus sur moi. Et c'est souvent avec ça qu'on arrive. J'ai bien travaillé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et on se dit, bah voilà, du coup, avec tout ça, je vais pouvoir aller faire ma demande. On est focus sur nous. Et la première étape, à mon sens, c'est de changer ce focus et de basculer d'un focus sur moi vers un focus sur l'entreprise ou sur mon manager ou ma manager. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? J'ai essayé de lister quelques petits points qui peuvent changer ce focus. Ça veut dire de s'intéresser au contexte. Une boîte qui va pas bien ou une équipe qui va pas bien n'a pas la même réalité qu'une boîte ou une équipe qui est en pleine expansion. Une boîte qui licencie, c'est pas la même chose qu'une boîte qui recrute. Une boîte peu rentable, c'est pas pareil qu'une boîte très rentable.
Une boîte qui est en train de enfin bref, qui a des nouveaux projets de développement, c'est pas pareil qu'une boîte qui est en train de stabiliser les choses, etc., etc. Pareil, si ton manager vient d'arriver ou ta manager vient d'arriver, c'est pas pareil que si tu la connais depuis 3-4 ans et que tout le monde connaît cette personne dans la boîte et qu'elle fait déjà autorité. Donc, dans le changement de focus, déjà, il y a comprendre le contexte. Ensuite, ça va être aussi de comprendre que l'équipe, la boîte, le manager, ils ont des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. C'est de s'intéresser à leurs objectifs. La promotion ne sera jamais qu'un moyen pour eux d'aller vers leurs objectifs. Toi, tu seras un moyen, comme souvent. Même si tu es une personne avec plein de ressources, d'un point de vue entreprise, tu es un moyen d'aller vers des objectifs. Il y a aussi un changement de focus sur le coût. Je ne vais pas revenir dessus, mais le coût de ton salaire, il est bien supérieur au net que tu reçois chaque mois. Il est grosso modo 2 à 3 fois supérieur. Il y a le risque d'une évolution ratée. Si tu as évolué alors que c'était pas complètement prêt, ou alors que le nouveau poste qu'on a créé pour toi n'était pas complètement bien dimensionné encore, eh bien ça comporte un risque. Et ça, même si toi tu le vois pas et tu veux pas le voir, il est bien présent ce risque. C'est comme un recrutement en fait, hein. Ça présente toujours un coût, une réponse à des objectifs, un contexte, un risque. D'autres choses qui viennent changer quand on change de focus, ça va être les jeux de rôle et les jeux d'ego. Dans n'importe quelle entreprise, il y a des enjeux d'ego, il y a des rôles, il y a un peu de politique. Il y a telle personne qui fait moins le job que tout le monde, mais elle est indéboulonnable. Il y a telle personne qui fait autorité et on ne sait pas pourquoi, parce que pourtant elle est tout en bas de la pyramide. Il y a plein de choses, il y a plein de jeux en entreprise. Et donc, s'intéresser, même pas s'intéresser, mais avoir conscience de ça, c'est important, je crois. Il y a aussi les promesses déjà faites. Il y a des gens à qui on a peut-être déjà promis des évolutions parce que justement, peut-être qu'ils y sont allés au forcing, que ce soit sain ou pas. Eh bien, il y a déjà des engagements pris. Il y a ceux que tu connais et puis il y a tous ceux que tu connais pas, qui sont dans les sphères RH, dans les sphères managériales, où il y a des choses qui se disent, mais tu n'es pas forcément au courant. Et puis il y a aussi le manque de temps. En gros, tout le monde est débordé en général, quel que soit le boulot. Et donc, ta manager ou ton manager et son boss aussi, eh bien, en fait, ils sont tous débordés. Et donc, il ne faut pas oublier ça non plus. Donc, première étape, je t'invite vraiment à, comme pour un entretien d'embauche, essayer de te décentrer de toi et te centrer sur l'entreprise, sur l'équipe, sur là où le manager. Quel est leur besoin, quel est leur contexte, quels sont leurs enjeux, quels sont leurs risques, qu'est-ce qui est pending un peu entre guillemets dans la structure. Et moins tu penseras à toi, plus tu te sentiras à l'aise. Parce que s'il y a bien un truc dont les introvertis ont horreur, c'est parler d'eux et exprimer leurs besoins. Ça tombe bien. Là, je te propose de faire l'inverse, de t'oublier complètement et de t'intéresser uniquement à la boîte. Comment on va s'y prendre une fois qu'on a compris que l'enjeu n'est pas sur nous, mais plutôt sur l'entreprise? Eh bien, pour moi, il y a 3 piliers qui vont te permettre d'obtenir à terme une promotion sans que tu aies besoin de la demander. Parce que tout est là, en fait. Le sous-titre de cet épisode, c'est ça, c'est comment obtenir une promotion sans avoir besoin de la demander, sans avoir besoin de se mettre à risque ou de faire une demande cash, entre guillemets. Et donc pour moi, il y a 3 piliers, peut-être qui vont te paraître complètement évidents, peut-être pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te les présenter tout de suite. Comme ça, si ça te paraît évident, peut-être que la fin de cet épisode ne sera pas utile pour toi. Et inversement, si tu te dis, tiens, il y a un truc qui m'intéresse là-dedans, je t'invite à écouter la suite. Ces 3 piliers, ce serait quoi? Ce serait le savoir-faire. Aujourd'hui, est-ce que tu fais le job et un peu plus? Et on va y revenir. Le faire savoir. Est-ce que tu es visible à la fois sur ton envie d'évoluer et tout simplement, est-ce que tu es connu dans la boîte? Et là, je ne parle pas de star system, hein. Je parle juste, est-ce que les gens te connaissent au sens stricto sensu, quoi. Est-ce que tu as un numéro ou est-ce qu'il y a un nom et un visage en face de ton matricule, entre guillemets, quoi. Et puis les opportunités. Pour moi, il y a un triptyque. Savoir-faire, faire savoir, opportunité. Et si ces 3 choses-là ne sont pas présentes, il risque de ne pas y avoir d'évolution. Et je vais aller dans le détail maintenant, en commençant par le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est pas la même chose que le mérite. On parlait de récompense tout à l'heure, de dire voilà, on espère souvent qu'une promotion, ça va être une récompense. Et ce que je disais, c'était notamment les femmes, vous avez tendance, beaucoup d'hommes aussi, mais surtout des femmes, j'ai l'impression, qui ont tendance à attendre que leur manager leur remarque leur bon travail et fasse une promotion, viennent en direct faire une proposition d'évolution quand ils sentent ou quand elles sentent que vous êtes prête.
Mais ça marche pas comme ça. Le mérite, c'est une chose, ça peut servir pour des augmentations, on en a parlé. C'est pas vraiment sur ce critère-là qu'une évolution va se le savoir-faire, c'est pas avoir du mérite. Le savoir-faire, c'est pas non plus se sentir légitime. J'en reviens encore aux femmes. Vous êtes très, très nombreuses à avoir un énorme syndrome d'imposture. Alors, encore une fois, il y a plein d'hommes aussi, mais je parle de ce que je vois, de ce que je remarque en accompagnement. Et donc, de toute façon, ça va être difficile d'aller chercher une promotion si tu te bats à la fois, entre guillemets, contre, enfin, si tu te bats, si tu dois justifier de toute ta valeur et tout à l'entreprise et à tes boss, et si en plus tu te bats contre toi-même, quoi. Ça fait deux combats. Et donc, n'attends pas de te sentir légitime pour entamer ton évolution et ta demande de promotion, parce que si tu attends d'être légitime, tu peux attendre sûrement très longtemps. Au final, c'est sûrement quelqu'un d'autre qui va identifier ta légitimité, te dire, mais attends, mais t'as carrément le niveau, et toi, sans doute que jamais tu te sentiras légitime. Et j'en viens à mon dernier point sur le savoir-faire, enfin sur l'intro du savoir-faire, qui est que le savoir-faire, c'est aussi différent, c'est autre chose que de se sentir prêt ou se sentir prête. Si tu te sens prêt à évoluer, ou si tu te sens prête à évoluer, c'est presque que tu as déjà trop attendu. Il est déjà presque trop tard. Enfin, il n'est jamais trop tard, mais tu as sans doute perdu du temps. En matière d'évolution et de promotion, on ne te demande pas de savoir faire 100% du boulot qui vient. On te demande de savoir faire 100% du boulot actuel, et même plus. Et je vais détailler encore après. Et on a tendance, et une étude menée par Hewlett Packard il y a quelques années le prouve pour les femmes, c'est pour ça que je me permets d'avoir un discours particulier pour les femmes. C'est une étude américaine, pardon, qui a été faite auprès de cadres chez Hewlett Packard qui voulaient renouveler leur top management et qui ont posé des questions simples à leurs middle managers, hommes et femmes, en disant, par exemple, à quel point est-ce que vous vous sentez doué dans ce que vous faites? Et les résultats, je me souviens plus de ces résultats-là, mais ils étaient dithyrambiques chez les hommes et ils étaient beaucoup plus mesurés chez les femmes. Et la question qui m'intéresse ici, c'était une autre question qui était posée, c'était à quel pourcentage de maîtrise d'un job est-ce que vous osez postuler pour ce job ou demander ce job? Pour les hommes, c'était aux alentours de 65% et pour les femmes de 95%. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que les hommes ont tendance à aller vers un nouveau job pour apprendre et que les femmes ont tendance à aller vers un nouveau job parce qu'elles ont appris. Et ça crée une inégalité énorme. Et donc, mon point ici, c'est n'attends pas de te sentir légitime, n'attends pas d'être prête ou prêt, évidemment, n'attends pas d'avoir le mérite pour entamer ton évolution et ta démarche vers une promotion. Je fais exprès de ne pas dire ta demande de promotion, parce qu'il ne s'agit pas de la demander. Ça, encore une fois, c'est ce qu'il ne faut pas attendre. Je tourne beaucoup autour du pot. J'en viens à qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut attendre. C'est quoi le savoir-faire, en fait? Pour cocher cette case, qu'est-ce qu'il faut? Alors, tout ça, ça n'engage que moi et ça peut être soumis à débat. Mais ce que je constate et ce que je crois, c'est qu'il faut simplement, allez, 3 éléments. Le premier, il est évident, c'est de faire le job actuel. Si tu remplis pas la fiche de poste actuelle, ça va être compliqué, encore une fois, d'être audible, on en a déjà parlé. Donc ça, je passe très vite. Mais n'empêche que le savoir-faire, c'est être capable de bien faire ton boulot aujourd'hui. Ensuite, moins intuitif, moins évident, c'est d'avoir pu montrer et de pouvoir montrer que tu es capable de faire plus que ton job. Et c'est ça, la clé, elle est là. Montrer dès maintenant que tu es capable de faire l'extra mile ou d'aller chercher plus loin. Et il n'y a qu'une seule façon de montrer que tu peux faire plus que ton job, que tu peux aller plus loin et que tu peux faire l'extra mile. C'est de le faire déjà. Être capable dès maintenant de faire plus que ton boulot. C'est pas dans ta promotion que tu feras plus que le boulot, c'est dès maintenant. Alors comment on peut s'y prendre? Ça peut être de demander des projets en plus. De se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire de plus dans mon boulot actuel? Qu'est-ce qu'on ne fait pas encore qu'on devrait faire? Ou qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Ou de quoi tout le monde a besoin dans cette entreprise ou dans cette équipe et personne ne prend le temps de le faire. Ça n'a pas du tout besoin d'être chronophage. D'ailleurs, il faut éviter que ce soit trop chronophage parce que tu fais déjà ton boulot et donc tu n'as sans doute pas le temps de faire beaucoup plus que ton boulot. Mais l'idée est d'identifier un extra mile que tu peux faire dès maintenant pour montrer que tu fais plus que ton boulot. Et en plus, ça peut être intéressant. Et ça peut être une façon de te préparer à l'après, parce que si ça, tu as du mal à le faire, ça peut te montrer aussi ce que tu dois continuer à acquérir comme compétences.
Donc là-dessus, une mini checklist pour savoir si c'est OK sur la partie savoir-faire. C'est est-ce que je réponds aux exigences de mon poste? Est-ce que j'atteins les objectifs fixés? Ça, c'est les 2 conditions sine qua non. Est-ce que je fais plus que ce pourquoi j'ai été embauché? Est-ce que dans mon boulot, plutôt dans ce que je fais en plus de mon boulot, je fais des choses qui sont dans les responsabilités de l'étage du dessus? Est-ce que dès maintenant, quand je regarde ma semaine de travail, je fais des tâches qui sont réservées aux gens qui sont au-dessus de moi? Il faut commencer à en faire. Si tu veux être évolutive ou évolutif, il faut commencer dès maintenant à pouvoir intégrer dans ton boulot actuel des tâches du niveau du dessus, même s'il n'y en a qu'une, et même si c'est pas chronophage. Et dernier point de cette petite checklist, est-ce que tu as généré des revenus additionnels d'une manière ou d'une autre, ou des économies additionnelles, ou une communication, ou un bénéfice supplémentaire pour l'entreprise ou pour ton équipe? Je crois que c'est indispensable quand on veut une évolution sans avoir besoin de la demander. Il y a un, donc, faire le job. Deux, montrer que tu fais plus que le job. Et trois, mettre ton manager dans la boucle, ou ta manager, mais pas de façon frontale en disant je veux une évolution. Simplement, le mettre dans la boucle de ton envie de faire plus ou de faire mieux. Par exemple, tu identifies un projet qui pourrait être intéressant pour étoffer un peu ton poste. Eh bien, échanger avec un manager, ça va servir à vérifier que ce projet, il est vraiment utile, il a du sens pour l'équipe, ou pour elle, ou pour lui. Tant qu'à faire un projet en plus, autant qu'il soit utile. Ça va servir à vérifier que le petit focus supplémentaire que tu fais en ce moment sur ce nouveau projet, il ne te décentre pas trop de ton boulot. Parce que un manager, il peut se dire, oh là, mais attends, tu me dis que tu vas faire ça en plus, mais comment tu me garantis que tu continues à bien faire ton job? Ça vient sécuriser le truc. C'est-à-dire, vu que tu vas faire quelque chose qui n'est pas ton boulot, et ben, si tu mets un manager dans la boucle, tu vas avoir la validation de ton N+1 que bah, c'est OK, tu vas faire ça en plus et c'est OK. Ça rentre dans le temps, dans ta fiche de poste, etc. C'est OK, ça peut passer. Ça ne te décentre pas trop. Troisième bénéfice de mettre un manager dans la boucle, c'est que ça va resserrer les liens. Là où tu avais jusqu'ici seulement des liens hiérarchiques, ça devient des liens presque horizontaux. Vu que ce nouveau projet, il peut être, pourquoi pas, du même niveau que ce que fait un manager ou une manager. Donc, dans tous les cas, ça va augmenter le nombre d'interactions avec les managers et resserrer les liens forcément et ramener des nouveaux sujets autour de la table qui vont au-delà de tes performances sur ton boulot actuel. Ça peut être aussi, autre bénéfice, ça peut être aussi une bonne occasion de découvrir les réserves que tes managers ont sur toi. Des réserves cachées qui n'étaient pas exprimées. Mais là, vu que tu demandes à faire plus, tout de suite, s'il y a des réserves, elles vont ressortir à ce moment-là. Attends, ok, tu me dis que tu veux faire plus, mais attends, moi je trouve que là-dessus c'est un peu chaud ou autre. Ça va te permettre immédiatement de déceler les points de mon point numéro 1, je ne sais pas si je suis très clair, mais les éléments de ton job actuel sur lesquels tes boss ont des réserves. Naturellement, si tu demandes de faire plus, on va venir te challenger là-dessus. S'il y a des points, et s'il y en a, bah, tu pourras travailler dessus pour régler le point numéro 1. S'il n'y en a pas, et bah, au moins tu seras sécurisé là-dessus. Et puis enfin, dernier intérêt d'en parler, de demander et de partager cette envie de faire plus ou de mener un nouveau projet avec tes managers, c'est que même si tes nouveaux projets échouent, ce que tu fais en plus de ton travail, même s'ils échouent, ça arrive souvent en entreprise, des projets qui échouent, c'est pas grave. Ça a montré que tu voulais faire plus, que tu pouvais faire plus. Et la plupart des projets qui échouent, c'est pas à cause d'une personne. Ça va être à cause d'un contexte, d'un client qui n'a pas signé ou d'autres, mais c'est pas de ta faute. C'est rarement de ta faute. Et donc, ça va permettre même en cas d'échec de ce projet, d'avoir quand même resserré les liens et permis de montrer que oui, que tu es évolutif ou évolutive. Je fais une micro-pause parce que ça fait beaucoup de contenu aujourd'hui. Là-dessus, j'ai envie de partager une histoire perso d'un manager. C'était quand je travaillais chez Danone et que j'étais sur le terrain en vente et je voulais évoluer vers le siège. Et les places étaient très très chères. Il fallait souvent 3 à 4 ans parce que c'était une pyramide avec un nez très écrasé où il y avait très peu de place et beaucoup de gens du terrain qui voulaient évoluer. Et j'ai eu un manager qui connaissait bien la politique du groupe. Sébastien, si tu m'entends, je te remercie encore. Et qui m'a aidé à comprendre ça.
Et c'était pas pour autant que c'était politique, c'est juste qu'il avait raison sur la façon dont les choses fonctionnent. Il m'avait dit: «Bah, tu vois, aujourd'hui, toi, tu es vendeur, tu es sur le terrain, personne te connaît, tu fais ton boulot. Oui, tu fais ton chiffre, ça, c'est bien. C'est le minimum. Mais il faut que tu trouves un projet que moi, je puisse mettre en avant, auprès des gens du siège qui te connaissent pas». Et on a co-travaillé sur un projet et pour le coup, c'était un truc un peu bidon, mais c'est pas grave. C'était quand même quelque chose qui m'a permis de montrer que je pouvais faire plus. En l'occurrence, c'était de prendre les best practices d'une dizaine de collègues qui étaient les 10 meilleurs performeurs sur une soixantaine de commerciaux. Et c'était de dire, bah voilà, on prend le top 10 et on va leur demander leurs 3 meilleurs conseils à chacun et leurs 3 clés à chacun de comment ils s'y prennent. Et j'ai fait un petit doc un peu, un peu pourri. Et le pire, c'est que c'était même pas sur ma propre contribution, c'était sur celle des autres. Donc c'est là que c'était un peu un hold-up le truc. Mais jamais j'aurais fait ça si mon boss de l'époque m'avait pas encouragé à le faire. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, c'était intéressant parce on a pris ce que les meilleurs faisaient de mieux et ça a servi à tout le monde. Et ça m'a pris plus ou moins, je sais pas, 3 heures. Et ça a aidé pas mal de monde. Et moi, de façon un peu individualiste, je l'admets, ça m'a permis de faire plus que mon boulot. Et tout ça, ça fait une intro pour mon deuxième point. Une fois qu'on a le savoir-faire, donc je fais mon job et je fais plus que mon job, eh bien, ensuite, il reste le deuxième pied du trépied. C'est le faire savoir. Et c'est là que ma petite histoire chez Danone va servir de transition. C'est que mon manager m'avait demandé de faire tout ça pour pouvoir amener ça ensuite au siège auprès d'autres personnes que je ne connaissais pas et pouvoir mettre en avant le truc. Il savait que je voulais évoluer et, et ça a permis de me faire sortir un petit peu du bois. En gros, personne ne me connaissait jusqu'alors. Et il n'y avait aucune raison d'être connu. L'idée n'est pas de se faire mousser ou de se vendre ou de faire sa pub ou de rentrer dans un star system. C'est juste qu'il y a une façon objective et légitime de sortir un peu de la mêlée, quoi. Voilà. Et donc, ça, c'est ce que j'ai envie d'appeler le faire savoir. S'il y a le savoir-faire, mais qu'il n'y a pas le faire savoir, bah, il n'y aura pas d'évolution, il n'y aura pas de promotion. Parce que personne ne sait que tu es évolutif et parce que personne ne sait que tu veux évoluer et que tu peux évoluer. Aucun RH et aucune manager ou aucun manager n'est devin. Je trouve qu'on a beaucoup tendance à imaginer que les autres savent ce qu'on pense. Et on a tendance à croire que notre manager, il sait au fond qu'on a envie d'évoluer. Mais non, il ne le sait pas. C'est comme dans une vie de couple, quoi. Ce qui n'est pas exprimé n'est pas reçu. Donc parfois, on va se retrouver à faire la gueule, à aller au boulot avec des pieds de plomb ou à avoir des petites réflexions pour montrer une insatisfaction ou un ras-le-bol, le fait de dire, voilà, essayer de, par des façons détournées, montrer qu'il est temps d'évoluer et qu'on en a ras-le-bol. Mais il ne faut pas croire que parce qu'on va exprimer ce mal-être ou ces petits coups de ras-le-bol, le message reçu en face, ce sera « Ok, telle personne, elle est évolutive ». Non, ce sera juste « Bah, dis donc, il fait la gueule en ce moment. En ce moment, qu'est-ce qu'il a? Il n'aime plus son boulot. » Mais il faudrait un devin pour pouvoir dire « Ah oui, c'est parce que sans doute que cette personne veut évoluer. » quoi. Donc ça, c'est quand même important, c'est d'avoir conscience que personne en dehors de toi, à la base, n'est conscient de ton envie d'évoluer. Surtout, si j'en reviens au début de cet épisode où je disais que si tu te sens déjà prêt à évoluer et si tu as déjà les compétences, etc., c'est qu'il est trop tard. C'est que ça fait déjà 1 an ou 2 que tu aurais dû rentrer dans la démarche que je t'invite à faire maintenant. Le moment où tout le monde sait que tu veux évoluer, c'est presque déjà trop tard, quoi. C'est qu'il y a un train qui est passé. Le moment où tu es frustré de ne pas évoluer, c'est que ça fait déjà 1 an ou 2 que tu aurais dû peut-être pu commencer ce chemin que je te propose là. Ce chemin de savoir-faire et de faire savoir. Donc, là-dessus, une technique, c'est de le dire frontalement. C'est d'aller voir un boss en disant, voilà, j'ai besoin d'évoluer, j'ai envie d'évoluer. Aller voir frontalement les RH ou les managers en disant, surprise, donnez-moi une promotion maintenant. Et ça, pour toutes les raisons que j'ai évoquées au début, c'est un jeu dangereux. Ça peut marcher, mais c'est rarement ce qui fonctionne le mieux et c'est rarement le plus pérenne et le plus vertueux des chemins. Donc, comment est-ce qu'on peut faire sans être trop frontal pour faire savoir qu'on est évolutif et qu'on a un désir d'évoluer, et surtout quand on est timide, introverti ou autre? Eh bien, déjà, c'est bien si les RH sont au courant que tu te questionnes, dans l'hypothèse où tu es dans une entreprise où il y a des RH. Et puis sinon, ça va être le ou la boss de l'entreprise ou de l'équipe ou autre. Donc, comment on fait pour mettre au courant sans y aller frontalement?
bah, ça peut être de demander des infos. En allant en point de fin d'année ou en allant prendre un café avec les ressources humaines, de dire: «Voilà, j'aimerais savoir comment on fait pour aller vers le boulot de 3 petits points». Indirectement, ce que ça dit, c'est que ça t'intéresse, mais ça met personne en danger. Ça ne met pas d'ultimatum, c'est juste: «Je m'interroge sur les carrières de ci et de ça». Quelles sont les compétences? Combien d'années d'expérience il faut, et cetera. Ça vient immédiatement faire savoir au RH ou à un directeur ou directrice que quelque part dans ta lunette de tir là, il y a ce genre de poste. Ça vient dire: «OK, cette personne, elle est attirée pour une évolution». Ça peut être aussi de profiter des points de fin d'année qui sont devenus, je crois, une obligation légale. Bah, voilà, ne pas forcément dire: «Je veux évoluer», mais je m'interroge sur les moyens d'accéder à tel type de poste. Bon, questionner, c'est une façon de sortir du bois à moindre risque. Et puis il y a une façon, qui fonctionne très bien aussi, c'est de se rapprocher peu à peu des équipes qui font les boulots qui t'intéressent. Commencer à aller prendre des cafés avec ces personnes-là ou de leur demander, un peu comme des enquêtes métiers: «Peux-tu me parler de ton boulot? Ça m'intéresse», et cetera. Naturellement, ces gens-là, ils vont comprendre que migrer vers ces nouveaux services ou ces nouvelles responsabilités, c'est un truc qui pourrait t'intéresser. Tout ce que je dis là, c'est assez corporate, mais on peut le transposer au final quand même à des TPE, des PME, des associations et autres, hein. C'est vrai partout, je crois. Donc voilà, pour faire savoir, sans y aller frontalement, on peut juste demander des informations et se rapprocher et essayer de partir en mode découverte des métiers auxquels on aspire. Deuxième point, il y a les fameux projets d'extra mile dont je parlais avant. Tous les petits projets que tu auras pu faire en plus de ton boulot, ils auront eu pour effet normalement de te rapprocher d'autres services ou d'autres strates hiérarchiques de la boîte, parce que ça aurait été des projets transversaux ou des projets avec un peu plus d'ambition ou d'enjeu. Donc naturellement, en faisant ces projets, il est probable que tu te sois rapproché de personnes qui vont être au courant de ton désir et de ton potentiel. Une autre façon aussi, ça peut être quand tu as des gens qui viennent te demander des coups de main. Tu es sur un boulot A et il y a l'équipe B, l'équipe C, l'équipe D qui sait que toi, par exemple, je sais pas, tu es hyper doué sur Excel. Je prends un exemple complètement arbitraire. Tu débrouilles super bien avec Excel et tu travailles aux ventes, mais il y a un tel du marketing qui vient souvent te demander de le dépanner parce qu'il sait que tu es hyper doué et, et qui vient te demander des petits coups de main pour améliorer ses formules. Eh bien, en général, on a tendance à dire oui, je vais donner un petit coup de main, ou alors non, j'ai pas le temps. Bah là, il y a un petit trick tout bête qui consiste à dire alors, je suis carrément OK pour t'aider, mais passe par mon boss. Demande-lui si elle est d'accord ou s'il est d'accord pour que je staffe un petit peu de temps pour toi. Au final, c'est exactement pareil, hein. L'idée, c'est que tu vas aider ce collègue à faire son truc, que ça va te prendre pas longtemps. Mais au fond, ça change tout parce qu'au bout d'un moment, ton boss ou ta boss, il risque de se dire: «Bah, dis donc, c'est marrant, il y a quand même pas mal de gens qui viennent me voir pour Alban qui fait ses formules Excel». En plus, j'ai pris un exemple qui est pas du tout vrai. Mais il y a un moment où tu vas te créer une sorte de popularité sans avoir besoin d'être populaire, sans avoir besoin de chercher à être populaire. Tu continues juste à aider tes copains et tes collègues, sauf que tu as rajouté un élément dans la boucle qui est de la validation par ton boss avant et elle ou lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Bah, OK, je vois qu'il y a vachement de demandes, pour les petits coups de main de telle personne et donc naturellement, dans un coin de sa tête, ce sera: «Bah, tiens, quand même, i voilà, je vois qu'elle a l'air d'être appréciée, quoi, par un peu tout le monde» et tout ça, c'est hyper utile. Et puis, dernière façon de faire savoir et c'est je pense que c'est la meilleure, c'est de trouver un champion, trouver un mentor ou un champion. Le top du top, c'est quand c'est pas à toi d'aller voir ton boss pour lui vendre tes réalisations. D'ailleurs, encore, ce qu'on disait là dans cet épisode, c'est que si tu écoutes ça, c'est que tu as pas envie de te vendre ou c'est que tu sais pas te vendre et on est nombreux comme ça. Donc le but, c'est que quelqu'un d'autre vienne chanter tes louanges et tes exploits et que toi, tu n'aies pas à le faire. Et donc trouver un champion, bah, c'est trouver d'autres personnes qui vont parler de toi à, tes managers. Ça peut être des collègues, c'est-à-dire de parler avec quelqu'un d'un autre service et de lui exprimer ton envie d'évoluer et cette personne-là qui connaît bien un tel, bah, va peut-être dire: «Bah, tu sais, telle personne, elle est intéressée quand même pour aller plus loin». Et le meilleur moyen, ça reste de trouver un champion, quelqu'un qui croit en toi dans un autre service. Il y a quelque chose que je trouve d'assez paradoxal, mais d'assez vrai, c'est que souvent, on s'entend bien
avec les gens du niveau de notre manager, mais d'un autre service. Alors, je ne sais pas si tu entends cet épisode, si tu vas être d'accord avec moi, n'hésite pas à commenter. Mais souvent, la relation avec notre manager, elle est biaisée parce que c'est notre manager, donc on ne peut pas tout faire, tout dire. On a un rapport, voilà, cette personne-là, elle est jugée partie par rapport à nous. Elle a les conséquences de nos performances, elle a les risques de nos petits loupés. Donc, c'est pas une relation complètement libérée, celle qu'on a avec nos managers. Mais très souvent, des gens du même niveau que notre manager dans d'autres services, et ben, vu qu'il n'y a pas d'enjeu, il arrive qu'on soit proche de ces personnes-là. Et c'est eux les meilleurs champions. C'est avec eux que je t'invite à aller prendre un petit café. Je prends l'exemple, voilà, je suis aux ventes aujourd'hui et je m'entends super bien avec la directrice juridique. Et ben, c'est de profiter de ça, enfin, ou même juste avec, je sais pas moi, ou un responsable logistique de l'équipe logistique, mais qui est au même niveau que celui de mon boss. Eh bien, ça va être d'essayer d'échanger avec cette personne-là pour lui dire, tu sais, j'aimerais beaucoup évoluer, me développer et tout, quels conseils tu pourrais me donner, etc. Et vu que cette personne-là, elle est au même niveau que ton boss, elle va aux mêmes réunions que ton boss, elle est autour de la même table que ton boss et elle fait les mêmes négos que ton boss en général, eh bien, naturellement, elle risque de parler de toi à tes managers ou à ton manager. Et donc, trouver un champion, un mentor, une mentor du même niveau, voire même d'un niveau supérieur à tes boss, qui va te prendre un peu sous son aile, c'est la meilleure façon de faire savoir. Ici, l'important, c'est que faire savoir, si tu n'as pas le savoir-faire, si tu fais pas l'extra mile, ça sert à rien. C'est pour ça que j'ai commencé par le premier point, ce premier pied du trépied. Donc si on résume, premièrement, tu performes dans ton boulot et tu fais plus que ton boulot et tu prouves non pas que tu peux faire mieux, mais que tu fais déjà mieux. Deuxièmement, ça se sait. Et ton envie d'évoluer, elle commence à être connue, même si toi, tu ne l'as jamais formalisée. Et donc, qu'est-ce qui te manque maintenant pour pouvoir évoluer? En tout cas, pour qu'une évolution vienne frapper à ta porte, pour que quelqu'un te propose une promotion, l'objectif étant que tu n'aies pas à la demander, eh bien, ce qui te manque, c'est une opportunité. Et s'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de promotion. Et c'est aussi un truc qu'on a tendance à oublier quand on est arc-bouté sur nous, notre personne, nos besoins, nos envies, nos performances. Ouais, mais attends, c'est pas parce que tu es doué qu'il y a une place tout de suite pour toi. Et les opportunités, eh ben, il faut comprendre comment ça marche. Et là, pour le coup, ça dépend de chaque boîte, chaque service. Mais il y a quand même quelques grandes vérités, je crois, qu'on peut apporter ici. La première, ce serait de dire que les parcours professionnels sont très rarement linéaires. Donc, l'opportunité qui t'attend, elle est probablement pas de prendre la place de ton chef ou de ta chef. Ce sera peut-être un pas de côté, une création de poste, une ouverture d'une nouvelle BU, un changement de service. Voilà, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, un autre point qui me paraît vrai, c'est que tu ne peux pas commander les opportunités, même si on en a très envie. Donc, tu peux pas commander les opportunités, mais tu peux faire d'autres choses. Tu peux proposer des projets. Tu peux proposer des nouveaux postes. Tu peux proposer des évolutions. Tu peux dire, voilà, et si on lançait une nouvelle business unit pour faire ça? Et si on lançait une nouvelle équipe pour faire ça? Et si on accédait à ce nouveau marché? Je me souviens d'une personne qui travaillait pour moi il y a quelques temps et qui était business developer et qui avait fait le tour de son boulot. Il avait bien vendu, il commençait à s'ennuyer, et ça ronronnait un peu. Et il est venu me voir directement en me disant, voilà, et au lieu de me dire je veux une promotion, et ça m'aurait mis un peu en difficulté, il a eu cette intelligence de me dire, bah, écoute, j'aimerais bien lancer une nouvelle entité. Et puis, bah, en fait, l'histoire s'est écrite autrement. La boîte a explosé en plein vol. Et c'est là que j'en reviens au contexte, d'ailleurs. Mais bref, tout ça pour dire que quand l'opportunité ne frappe pas, tu peux construire une nouvelle porte. Comme dit Milton Berle, que je ne connais pas, mais je vais lui rendre sa citation. Donc, tu peux proposer quelque chose. Si tu trouves que c'est trop bouché dans ce que tu fais, eh ben, tu peux proposer de déboucher le truc. Tu peux proposer une ouverture. Ensuite, quasiment systématiquement, les opportunités, elles vont arriver comme ça un peu par hasard. Et donc, l'idée, c'est que quand cette opportunité arrive, eh ben, tu sois prêt ou tu sois prête. Et donc, ça veut dire, bah, non pas d'avoir les compétences, je me répète, mais les compétences, tu les auras après. C'est pour avoir les compétences que tu vas avoir cette promotion. En revanche, c'est de faire le job, faire mieux que le job, et que tout le monde te connaisse. Il faut que le COMEX ou que les stakeholders, comme on dit, les parties prenantes, ceux qui vont décider, il faut qu'ils pensent à toi direct.
Il faut qu'ils te il faut qu'ils aient suffisamment compris que tu en as sous la pédale pour que quand une opportunité se présente, hop, ton nom ressorte direct. Savoir-faire et faire savoir. Et puis après, sur les opportunités, ben, il y a quand même quelques fenêtres de tir qui peuvent, s'ouvrir à nous. Il y a déjà les cycles réguliers d'évaluation des performances. Ça, c'est ce qui est prévu par les RH ou prévu par les opérationnels. Donc, souvent, une fois par an, il y a une réunion où, tout le monde va discuter de qui fait quoi et de qui va évoluer vers où. Et donc là, bah, il y a des créneaux de promotion. Mais c'est pour ça que tu dois t'y prendre bien avant. Parce qu'à ce moment-là, il faut que tu sois déjà reconnu. Donc, il faut au moins que 3 mois avant, et pourquoi pas encore plus, tu aies commencé à te bouger pour devenir évolutif et promouvable, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, chaque année, il y a un point RH, et peut-être parfois 2 fois par an, où on va prendre les talents et voir qui va aller où. Ensuite, il y a des fenêtres de tir un peu bonus. Il y a les départs en congé mat. Alors, avant, c'était plutôt les femmes, maintenant, ça peut être aussi des hommes. Quand il y a un départ en congé mat, ça peut être une bonne occasion de venir remplacer quelqu'un pendant un certain temps pour tester un truc. Ça peut être aussi évidemment le départ d'un salarié ou d'une salariée. Chaque fois que quelqu'un quitte la boîte, bah, il y a une place qui se libère. Et puis voilà, j'ai pas pris le temps ici de réfléchir à toutes les opportunités bonus, les opportunités un peu opportunistes, c'est le mot que je cherchais. Mais je suis sûr qu'il existe plein de créneaux comme ça sur lesquels on peut se positionner, mais on ne pourra se positionner que si on fait plus que notre job et si les gens savent qu'on est évolutif. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. En conclusion de tout ça, bah, si ça marche, bravo, tant mieux. Si ça marche vite, j'ai envie de dire, bravo à toi. Si ça ne marche pas, eh bien, qu'on soit promu ou non, je t'invite à garder une attitude positive. Ce sera jamais un non quand tu rentres dans cette démarche-là, qui au fond est assez bienveillante et assez positive. Je t'invite à garder, même si ça marche pas tout de suite, une approche positive, parce que tu n'auras jamais un non. Tu auras toujours un pas encore, ou pas maintenant, ou va chercher telle compétence et après on en reparle. Mais c'est jamais un non. Genre, non, toi, t'évolueras jamais. En tout cas, si c'est ça, c'est qu'il y a un gros problème. Donc, je t'invite à rester positif par rapport à ça et à continuer à travailler, à aller vers plus de savoir-faire, plus de faire savoir. Et puis, à aller chercher les compétences qui te manquent. En tout cas, si au bout de quelques mois, tu vois que ça n'a pas encore fonctionné, voire même s'il y avait une opportunité et qu'on ne te la confie pas, eh ben, ta carrière n'est pas finie pour autant. Il y a des différences majeures par rapport à avant, si tu as appliqué tout ça. La différence, c'est quoi? C'est que maintenant, tu sais pourquoi tu n'as pas évolué. Parce que les gens vont te l'expliquer. S'ils savent que tu as envie d'évoluer et que tu as le potentiel pour évoluer, et s'ils ne te confient pas le job, ils vont te dire pourquoi ils ne te le confient pas. Alors que si tu es là à tout garder pour toi et que d'un seul coup tu balances, tu n'auras jamais ces infos. Donc tu sauras pourquoi tu n'as pas évolué et tu pourras travailler ça et l'améliorer. Et tu pourras retenter. Deuxième différence, maintenant, tes managers, ils savent que pour être bien, tu as envie d'évoluer et que tu es légitime pour ça. Et enfin, c'est assez lié à ce point-là, mais ton boss et tes RH, ils savent que s'ils ne te font pas évoluer, ils ne te garderont pas. Parce qu'ils sont pas fous. Si tu as ce potentiel-là, si tu as cette envie, si tu fais plus que ton job et si ta valeur est reconnue, et si on ne te donne pas d'axe d'évolution, c'est évident que tu vas partir. Et ça, tout le monde le sait. Ils le savent presque plus que toi. Et donc, ça, c'est une différence majeure par rapport au tout début de cet épisode-là, où en gros, t'es tout seul ou toute seule à te dire qu'est-ce que je fais. Bah maintenant, les gens qui comptent savent que pour te garder, il faudra te faire évoluer. Et ça veut dire que même si cette opportunité-là, elle n'était pas bonne, ils risquent de se préoccuper de toi un petit peu plus et d'essayer, d'une manière ou d'une autre, de te tenir au courant et de te faire avancer. Pas parce que t'es sympa, mais parce qu'ils veulent te garder et que les bons éléments, bah, c'est difficile à recruter, ça coûte très cher à recruter et c'est super difficile à garder. Donc moi, mon seul petit conseil par rapport à tout ça en résumé, ce serait de dire soigne ton comportement. Ne va pas frontalement demander un truc avec un oui ou un non. Et si t'as pas eu ce que tu voulais, reste positif ou positif. Parce que ton comportement à ce stade-là, il va rester dans la mémoire et il va signer ton caractère. Les gens, ils vont se souvenir de toi comme la personne qui a bien réagi ou mal réagi face à cette opportunité ratée. Et ça s'oublie pas. Donc je t'invite, sauf si tu veux quitter cette boîte, mais je t'invite à soigner ton comportement et à rentrer dans une réflexion beaucoup plus moyen terme, long terme que juste des conseils, juste de forme de
OK, comment on fait pour bien négocier? Non, c'est pas le sujet. C'est un mouvement de fond que je t'invite à entreprendre. Crée ce mouvement de fond qui te fait évoluer et après la forme, bah, tu trouveras toujours des moyens de mieux t'exprimer, de mieux structurer tes idées, de justifier tes performances, mais le sujet n'est pas là. Si quelqu'un a envie de te faire évoluer, il te fera évoluer. Et donc, mon call to action pour cet épisode, ce sera celui-là. Sors du bois. Trouve un moyen de faire plus en mettant tes managers dans la boucle et trouve un moyen de faire savoir ça. Et si t'es pas du genre à crier tes performances sur tous les toits, bah, bravo de cette humilité. Et dans ce cas-là, passe par des moyens détournés, comme on en a exprimé quelques-uns dans cet épisode. Et voilà, je t'invite à faire une première étape de savoir-faire et une première étape de faire savoir. Puisque de toute façon, les opportunités, elles dépendent pas que de toi. T'as pas forcément la main là-dessus. J'espère que cet épisode aura pu être utile. Comme prévu, c'était long. Rendez-vous la semaine prochaine avec sans doute un invité, surprise. Et donc voilà, je te souhaite une belle semaine, plein de succès dans ta carrière. Et encore merci de ta fidélité à trouver sa voie. N'hésite pas à en parler, à t'abonner parce que c'est important pour moi pour justifier sur des plateformes, etc. Le nombre d'abonnés, ça compte. Donc voilà, à la prochaine.